Tu enlèveras un porte-parole parce que c'est bon. Ok, vas-y. Est-ce qu'on peut avancer un peu là? Allô? C'est bon? Oui. Toi, tu es en live, Pierre. Ok. Bon, écoutez, je nous excuse collectivement pour ce retard, donc je n'en rajoute pas. C'est aujourd'hui la 5e séance de notre séminaire d'économie politique consacré à la Tunisie et au Maghreb. Et nous avons le plaisir d'inviter aujourd'hui une économiste, Yamina Masloussi, qui est professeure à l'école supérieure de commerce, Subcom, qui est un des départements de l'université de Carthage. Alors, cette conférence, comme vous l'avez vu, s'intitule « Compétitivité, économie du savoir et capital humain ». Vous venez d'avoir un aperçu de la difficulté de l'économie du savoir qui est éminemment liée, évidemment, de nos jours à la technologie. Pas seulement, mais évidemment, c'en est un élément majeur, et avec toutes les difficultés induites. Yamina Masloussi a été, je ne pense pas qu'on dise pensionnaire, mais en tout cas, elle a été membre de l'IRMC pendant 3 ans, à la fin des années 2000. Et sa présence ici a donné lieu à une publication qui est sortie chez l'Harmattan en 2009, « Les économies émergentes, trajectoire asiatique, latino-américaine, est-européenne et perspectives maghrébines ». Alors le concept d'économie émergente, c'est vrai qu'on en parle un peu moins aujourd'hui, mais c'était un concept très à la mode au début dans cette première décennie du XXIe siècle. Aujourd'hui, un autre concept s'est substitué à celui-là, qui est beaucoup plus englobant, c'est celui d'économie de la connaissance. Alors, cette 5e séance, elle veut dire qu'il y en aura d'autres. Il y aura d'ici la fin de l'année universitaire, ou disons d'ici l'été, il y aura 3 autres séances, une consacrée à l'éducation, une consacrée à la rente, notamment la rente, l'économie de rente en Tunisie, et une dernière séance consacrée au financement des économies. Je ne vous donne ni les dates, ni les jours exactement, parce qu'il y a toujours des perturbations. Vous savez qu'on est dans une année que je peux qualifier sans trop de problèmes d'épouvantable en ce qui concerne les rendez-vous, l'organisation de séminaires et de toute organisation humaine, un tant soit peu en réseau. Toujours est-il que cette conférence va être la première donc d'un 2e cycle. On a eu 4 conférences déjà qui ont, je dirais, planté le décor de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, notamment consacrées aux liens et aux relations complexes entre l'économie tunisienne et les économies du Maghreb en général et le continent européen, ou en tout cas l'ACE, devenue Union européenne. Et dans sa conférence, Béchir Talbi avait insisté sur il avait évoqué à propos des modèles de développement post-coloniaux, il avait montré chiffres à l'appui comment déjà à l'époque la formation du capital humain était quelque chose évidemment de structurant, d'essentiel. Et il avait donné à travers des séries de chiffres des statistiques prouvant, démontrant comment, notamment dans le cas de la Tunisie, il y avait eu un effet de rattrapage. Ça concernait d'ailleurs aussi le Maroc, comment finalement 2 économies avec peu de matières premières avaient réussi, grâce au capital humain, un rattrapage, notamment en termes de pouvoir d'achat de ses habitants, de leurs habitants, sur l'économie notamment algérienne, avec une forme d'homogénéisation des niveaux de vie en ce début de XXIe siècle dans l'ensemble du Maghreb. Alors, bon, l'économie de la connaissance, c'est un sujet difficile. On pourrait même dire à certains égards que c'est devenu une tarte à la crème de l'économie mondialisée. L'économie aujourd'hui apparaît comme forcément liée à la connaissance. Je rappelle qu'au début du XXIe siècle, en mars 2000, le Conseil européen de Lisbonne avait défini une stratégie de croissance, et il voulait faire, je cite, à objectif de 2010, de l'Europe, de l'Union européenne,
l'économie de la connaissance la plus compétitive et dynamique du monde, avec des objectifs de croissance durable, de croissance de la qualitative et quantitative de l'emploi et de la cohésion sociale. Alors évidemment, cette perspective d'il y a 20 ans paraît aujourd'hui utopique, puisque au fond, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné, que l'Europe a eu énormément de mal à affronter finalement. Et je vous renvoie, je vais rentrer dans les détails parce que c'est pas le sujet, mais je vous renvoie à une étude intéressante que j'ai trouvée en ligne, notamment sur le site viepublique.fr, une étude de 2018, je crois, de Marion Gaillard sur la stratégie de Lisbonne. Enfin, ça s'appelle « De la stratégie de Lisbonne à la stratégie européenne de Europe 2020 » et qui montre justement, qui insiste sur l'échec finalement de cette stratégie. Alors pourquoi les choses n'ont pas fonctionné comme il était prévu? Bon, parce qu'évidemment dans l'histoire réelle, rien n'arrive jamais comme les choses sont prévues. Je dirais quelques éléments de réflexion qui vont nous aider à poser le sujet. Cette révolution numérique et cette révolution de l'économie de la connaissance, en réalité, elle a été portée par les États-Unis et avec le complément technologique, notamment dans le domaine de l'électronique de l'Asie, qui sont les États-Unis et l'Asie orientale sont devenus finalement les moteurs de cette économie mondiale de la connaissance. Je n'ai pas besoin d'insister sur les GAFA et sur la manière dont ils ont révolutionné en partie l'économie mondiale. Alors les causes sont difficiles, mais il y a des conséquences aussi. Un des problèmes de ce choix stratégique de l'Europe, c'est qu'elle a oublié les travailleurs européens sous-qualifiés ou difficilement adaptables à cette nouvelle économie. Il faut rappeler que depuis quelques années maintenant, l'Europe possède plus de 20 millions de chômeurs. Et donc, c'est une crise de l'adaptabilité ou en tout cas de l'emploi qui pose question dans ce type d'économie. Il y a d'autres facteurs, bien sûr, notamment les crises économiques à répétition, la plus grande étant celle de 2008, mais on voit qu'actuellement aussi, même si elle est due à l'imprévu du Covid, on est à nouveau entré dans un cycle de crise dont on ne peut pas s'abstraire, évidemment. Alors, est-ce à dire que l'économie de la connaissance est devenue un monopole américain ou asiatique ou chinois? Bon, ça, je vous laisse répondre à cette question. Mais il n'empêche que la périphérie, il y a le problème de l'Europe, mais il y a le problème de la périphérie de l'Europe et du monde industrialisé, qu'on appelait donc les pays émergents il n'y a pas si longtemps, et qui sont restés avec les problèmes qui sont les leurs et qui sont permanents, qui sont pendants, la question des transferts de technologie, la question de la dépendance, la question du facteur humain et de son amélioration, notamment grâce à l'enseignement supérieur. Alors dans beaucoup de pays, depuis 20 ans, les choses ont bougé en ce domaine, une espèce de compétition mondiale qui s'est organisée pour la formation, pour les savoirs, pour lancer à l'intérieur, entre les différentes universités, les milliers d'universités que compte le monde. Et puis il y a la réalité des économies du Maghreb notamment et de la Tunisie en particulier, qui sont restés des pays d'industrie de montage. On continue d'évoquer, de développer ce genre d'activités, qui sont restés aussi des économies très liées au tourisme, en particulier dans le cas du Maroc et de la Tunisie. Et donc là, vous voyez, ce sont des secteurs dont on parle régulièrement, fréquemment, mais qui ne sont pas à proprement parler, voire pas du tout, dans le domaine de l'économie de la connaissance. Alors l'économie de la connaissance, c'est un sujet très complexe. C'est pour ça que je vais laisser notre collègue en parler. On pense tout de suite à la maîtrise des langues. Dans un monde interconnecté, évidemment, c'est une question capitale. On pense à la question de l'informatique, à la programmation et à toutes les technologies qui sont liées à cette science nouvelle et constamment en évolution. Et on pense aussi à tous ceux qui sont chargés de servir la technologie, notamment les sciences de l'ingénieur, les personnels qu'elle forme, etc. Et là, bien sûr, cette économie de la science, finalement, c'est une économie mondialisée, c'est une économie très compétitive et c'est une économie qui a ses propres problèmes. Je rappelle que le président Ben Ali a chuté notamment du fait de la crise
des diplômés chômeurs, hein, ce qui veut bien dire que le diplôme n'est qu'une possibilité, mais n'est pas évidemment la solution à tout. Alors, de quel diplôme il s'agit, des diplômés chômeurs il s'agit, ça c'est une autre question. Et il y a un autre sujet pendant d'actualité qui concerne le Maghreb et la Tunisie en particulier, même s'il est assez récurrent et assez ancien, c'est la question de l'exode des cerveaux. On pourrait parler du pillage aussi des compétences techniques, des compétences scientifiques. Il y a une problématique très récente, hein, à l'intérieur de l'Union européenne actuellement. L'Allemagne, depuis la crise de 2008 notamment, exerce un effet d'aspiration des compétences en provenance notamment d'Europe du Sud, de la Grèce, de l'Italie, de l'Espagne, mais la France aussi, d'une certaine manière, exerce aussi cette captation, et c'est bien sûr assez visible dans un pays comme la Tunisie, puisque la presse, hein, je ne vais pas chercher les informations très loin, mais dans la presse de ces dernières semaines, il y avait justement des réflexions sur le mouvement d'ingénieurs, de médecins, en direction de la France, en particulier du continent européen. Donc, vous voyez, ce sont la présentation qui va vous être faite. C'est une présentation qui est faite par un professeur d'économie qui a engagé une étude dans le cadre de ses recherches, hein, intitulée donc compétitivité. Enfin, c'est le titre de son intervention, mais ça résume finalement son étude. Compétitivité, économie basée sur la connaissance. Elle nous expliquera pourquoi ça s'appelle KBE, et capital humain. Et donc voilà, cette étude est en cours. C'est une étude qui sera publiée dans les mois qui viennent. D'abord, faut qu'elle soit d'abord achevée. Et donc, je remercie beaucoup Yamina Massoussi de nous la présenter. Et comme je lui ai dit, nous ne sommes pas des spécialistes, nous ne sommes pas des économistes, mais nous sommes ouverts à cette présentation et à ces réflexions dans un domaine qui, voilà, j'ai parlé 5 minutes, mais je pense avoir montré à quel point on est au cœur des problèmes actuels et futurs, en particulier de ces économies qui restent émergentes, dont nous parlons dans le cadre de ce séminaire. Voilà, je remercie Yamina Massoussi et je lui laisse la parole. Oui, je suis économiste. Excuse-moi, les historiens sont un peu hégémoniques. Bonsoir tout le monde. Mesdames et messieurs, je commence par, bien sûr, remercier l'IRMC, les organisateurs, remercier Pierre d'avoir pensé aux économistes, comme ça on est deux moins, de participer au séminaire de recherche qu'il coordonne. Et comme il avait déjà dit, c'est avec un grand plaisir que je retrouve l'IRMC. Alors, mon intervention va porter sur, comme c'est marqué dans le titre, sur la compétitivité, l'économie de la connaissance et le capital humain. Au fait, j'ai essayé beaucoup plus de mettre en relief quelques mots, quelques concepts, quelques notes clés, quelques clés de lecture pour moi, pour aborder certaines problématiques. Il va sans dire que l'attrait des récits économiques aujourd'hui sur la mondialisation, sur la croissance, sur la compétitivité, c'est un attrait qui se fait de plus en plus fort parce que nous sommes en face de vraies crises, on va pas dire humanitaires, mais de vraies crises sociétales. Et c'est pour cela que nous sommes interrogés dans cette étude sur la valeur ou bien le poids, le statut de certaines notions revisitées aujourd'hui et particulièrement après la crise Covid. Alors, c'est vrai que lorsque nous naviguons, nous surfons sur Internet, ce qui nous interpelle, surtout ceux qui ont connu d'autres économies, la gratuité. Vous savez, quand on a commencé nos études en économie,
nous avons souffert de la théorie de la valeur. Nous avons souffert de la modélisation de la valeur et des prix. Tout a un prix. Et donc, loin de nous était l'idée d'arriver à un environnement où le prix tendrait vers zéro, c'est-à-dire gratuit. Aujourd'hui, dans certaines économies, la dominance, c'est une gratuité. On parle aussi de l'économie solidaire, l'économie circulaire, l'économie des plateformes. Et que dire? Donc, on ne peut pas rester neutre par rapport à ces événements. Et ça ne peut pas ne pas nous interroger. Nous interroger dans la mesure où on se dit, mais alors, quelle est la validité des principes? Que vient faire ici la loi de l'offre et de la demande, cette loi divine? Quels sont les fondements des relations industrielles entre les entreprises, entre les États, entre le monde, entre les continents? Et est-ce que l'agent économique est toujours rationnel s'ils vont à prix égal zéro? Donc, il y a aujourd'hui, regardez la littérature, elle est extrêmement abondante. Moi, je ne crée rien sur la dynamique des marchés dans un monde qui est en mouvement. Cette remise en compte de beaucoup de principes se focalise aussi ou met au centre de ses préoccupations l'innovation. Tout à l'heure, Pierre parlait des systèmes de formation, parlait du brain drain, parlait aussi de la faillite de certains systèmes de mode de production. L'imaginaire économique aujourd'hui, il faut savoir qu'il est assez différent. Et cet imaginaire économique, identifié par un certain ensemble de modélisation, d'objets d'observation, de calcul, de l'architecture institutionnelle, il est très impacté par les évolutions théoriques de l'économie basée sur la croissance. Alors, j'ai utilisé l'acronyme KBE pour dire Knowledge Based Economy. Pourquoi? Parce que finalement, comme vous le savez, c'est une économie qui nous vient de l'outre-Atlantique et dans cet acronyme est dominant même dans la littérature, mais on peut aussi parler de ECE qui n'est pas très encore en fait populaire. Alors, pour aborder ce sujet, brièvement, mon agenda s'articule autour de 6 axes majeurs. Nous commencerons par discuter un peu la nature compétitive, socialement de la compétitivité. Qu'est-ce qu'il en est? De quoi on parle aujourd'hui? Et puis, introduire ce concept d'économie basée sur la connaissance. Discuter ce label connaissance qui devient aujourd'hui un leitmotiv dans le classement des pays, revenir à recontextualiser l'économie basée sur la connaissance par rapport à l'action publique et enfin présenter quelques trajectoires de pays. En introduction, on est, pour respecter la norme, je dirais, revenons aux fondamentaux. Tout le monde sait que l'économie dominante, fin des années 30, début des années 40, a été marquée par une abondance de littérature, je dirais, théorique et économique, avec un certain niveau d'abstraction sur des notions clés, à savoir la mondialisation, la compétitivité, l'économie de la connaissance, avec quelques tentatives, mais cette conceptualisation se heurtait à une réalité multiple. Alors, cette réalité multiple exigeait bien évidemment qu'il y ait des normes, des modèles dominants. Croisés aux observations empiriques, on est arrivé à un état où on converge vers la nécessité pour que les modèles post-fordistes soient des modèles
où la formation du capital humain, ou le capital immatériel, prendrait de plus en plus de connaissances. La question posée alors était de savoir, mais de quelle construction sociale, dans une organisation de plus en plus mondialisée, et dont la pensée idéologique était une pensée libérale, quelle place prendrait alors l'économie de la connaissance, et pour aller vite, la connaissance, dans les modèles de croissance. C'est pourquoi, revenons aux fondamentaux. Ces fondamentaux, nous les avons vus d'abord avec Karl Marx. Mais Karl Marx, qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous disait qu'à horizon ultime, l'accumulation différentielle sur le marché mondial tendrait à universaliser la concurrence. Rappelez-vous du postulat, la baisse tendancielle des taux de profit et les conséquences, en fait, de ce postulat sur les idéologies, sur les politiques économiques particulièrement. L'impact de cette accumulation différentielle, si on regardait l'impact, je dirais, réel de la machine productive, eh bien, c'est beaucoup de formes de libéralisme, c'est la division internationale du travail, c'est les nouveaux chaînes de production, c'est le nouveau flux financier, c'est les délocalisations, relocalisations, l'offshoring, l'onshoring, la globalisation, la déglobalisation. Donc, les modalités de la concurrence et son impact sur les acteurs économiques ont été toujours un souci majeur, un objet de recherche et un objet d'étude. Au point où on se demandait à la fin si cette déréglementation, cette mondialisation, avec tous ces fondements, n'est pas un rouleau compresseur qui va prendre toutes les économies dans son champ. Ou bien, est-ce qu'à un moment, les organisations politico-économiques vont se libérer ou s'approprier un certain mode de régulation, c'est-à-dire vont nous proposer une certaine variante de libéralisme, et la réalité d'ailleurs a donné raison à cette variante-là. Juste un petit rappel au fait aussi théorique, c'est que Jessop en 2002, il a bien montré que la concurrence c'est pas un jeu neutre, c'est un terrain stratifié, il n'y a pas d'égalité et que elle est fondamentalement gérée par les règles du jeu, c'est-à-dire le dominant, c'est lui qui impose ses règles du jeu, les règles de la concurrence. Toutefois, et selon les cycles économiques, les facteurs extra-économiques permettent de relativiser ces tendances. Par facteurs extra-économiques, j'entends les forces et les capacités de négociation de certains agents, de certains acteurs, notamment les multinationales et de certains pays, les règles de la régulation qui ne font que changer, les niveaux de compétitivité, les niveaux ou les modèles de connaissances partagées. Tout à l'heure, on a parlé de processus de Bologne, ce n'est qu'un modèle de connaissances partagées, ou qu'on a voulu qu'il soit le modèle de connaissances partagées et dominant. Mais aussi au niveau des territoires. Enfin, je pars d'un niveau très macroéconomique et je viens petit à petit à un niveau de moins en moins spatialement important, jusqu'à arriver au territoire. Arrivé au territoire, nous avons eu le développement de la vecteur économique géographie, les collectivités, les territoires, le transfrontalier, les pôles de compétitivité plus tard, les clusters plus tard, etc. Et donc, il y avait ce qu'on a au cours de l'évolution de ces concepts-là, ce qu'on remarque, c'est une hiérarchie qui est tout le temps changeante de la concurrence du marché et des manifestations de la concurrence du marché. Ce qui fait dire à certains sociologues que les imaginaires économiques varient considérablement. Ces imaginaires économiques varient en fonction du vécu, varient en fonction de l'espace, varient en fonction de la culture
et du capital connaissance, mais ce qui est sûr, c'est que dans cet imaginaire économique, il faut prendre en compte, de plus en plus le rôle des interdépendances entre, entre la réalité en tant que telle, comme par exemple l'organisation de la production, mais aussi les arrangements institutionnels. Et particulièrement, nous prendrons en compte ces arrangements institutionnels qui nous projettent sur un certain imaginaire économique en période de crise. Regardez qu'ont fait les arrangements institutionnels aujourd'hui avec la crise de la Covid. Et ça interpelle, ça questionne comment des arrangements institutionnels peuvent même redéfinir certains rôles, certaines économies, pour ne pas dire certaines industries vitales pour l'humanité, comme l'industrie pharmaceutique. Gramsci dirait, à ce niveau-là, il nous faut des mécanismes d'arbitrage, il nous faut des mécanismes rationnels et informés. Nous parlons en termes d'économie moderne, de modèle normatif de régulation. D'où la question, quel est ce modèle de régulation aujourd'hui? Lorsque les régimes d'accumulation sont façonnés en fonction des arrangements institutionnels. Alors, ce modèle de régulation va donner un sens à la métaphore chère aux économistes, celle de la main invisible, et aux efforts récurrents, continus des acteurs économiques et socio-économiques pour arriver à des marchés plus ou moins stables, à court et à moyen terme. Toutefois, le constat aujourd'hui, c'est que ces arrangements, cette métaphore, cette main invisible qui par moments devient visible et contestée politiquement, en face de nouveaux paradigmes, celui de l'économie basée sur la connaissance, face à des consensus produits par la nouvelle économie, comme celui de la belle connaissance. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas classer les pays uniquement sur des indicateurs qu'économiques. Ça devient une réalité, ça devient même une exigence. Alors, ce concept basé sur la connaissance, est-ce que c'est un nouveau paradigme scientifique? Est-ce qu'il est politique dans cet environnement? Ou est-ce que il a mis fin au fordisme comme nous le connaissons? Il faut savoir que l'économie basée sur la connaissance, et tout à l'heure, Pierre, merci, tu as résumé en fait. L'essentiel, c'est que c'est une économie, on va dire, dominante, qui a été, dans les années 60, début des années 70, progressivement recontextualisée. Alors, recontextualisée par rapport au paradigme que je viens de citer. Mais elle est devenue explicite. Quand je dis explicite, c'est-à-dire objet de publication, parce qu'à partir des années 80, nous comptons énormément de publications fin 80, début 90, qui intégraient cette notion. Alors, cette notion s'impose dans la littérature. Mieux, les organisations internationales s'approprient ce concept-là. Et vous savez, quand les organisations internationales s'approprient, je ne vais pas m'arrêter sur ce sujet parce que, bon, dans ce cas, ça prendra plus qu'une heure. Quand les organisations s'approprient, comme on l'avait vu avec la déréglementation, ça donne le temps aux politiques économiques internationales. Le politique, il va s'approprier lui aussi. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Certains diront parce qu'il n'a pas d'idée, parce qu'il est à court d'idées, mais ça parce que tout à l'heure j'avais parlé des arrangements institutionnels, ça fait partie des règles du jeu. Donc les organisations internationales, dans leurs directives, regardez les directives de ces organisations mi-80, début 90.
elle parle tous, elle renvoie tous au paradigme de l'économie de la connaissance et elle interroge les pays, ou elle propose, elle émet des recommandations aux pays pour développer des stratégies cohérentes autour de ce concept qui a évolué en fur et à mesure. Donc on est sorti, en fait, à ce moment-là, les organisations internationales ont reconnu qu'on est sorti de la production de masse, de ce cercle vertueux, production de masse, consommation de masse, amélioration du pouvoir d'achat, commence à sentir que bon, on arrive à, si vous voulez, au plateau de cette courbe, et on est allé chercher. Personnellement, je reconnais que ici, il y a quand même un effort, une intelligence de politique, d'économiste, de sociologue, mais une intelligence humaine qui est allée chercher la solution au-delà des frontières classiques de l'accumulation du capital. Ainsi, l'économie basée sur les connaissances, elle va être liée directement à la compétitivité parce qu'elle en est une résultante, mais aussi à l'innovation et à l'exploitation des opportunités qu'offre l'innovation pour les pays afin d'améliorer le postulat classique, néoclassique des avantages concurrentiels des pays. Alors, cette économie basée sur la connaissance, je rappelle brièvement qu'elle a bien évidemment des facteurs micro et des facteurs macro, sinon je ne serais pas économiste si je ne rappelle pas ces facteurs-là, ou bien je ne les cite pas. C'est-à-dire, il y a des piliers de cette économie à différentes échelles. Et ces piliers-là, ces moteurs-là permettent aux entreprises et aux nations de consolider leurs acquis ou de rattraper leur retard. D'où des nouvelles organisations d'espaces économiques comme les clusters, comme les pôles de compétitivité, comme les parcs technologiques, etc., etc., etc. Fin des années 2000, les phases vont se fauger, les politiques vont s'influencer par cette nouvelle théorie qui commence quand même à se positionner à telle enseigne que les programmes de formation, d'enseignement sont impactés. On parle du processus de Bologne, on parle du classement PISA, on parle du classement Shanghai, etc. Et encore, on va entendre parler d'autres classements et même d'autres innovations au niveau. Certains diront que avec ces concepts-là, nous passons de l'éducation pour l'éducation à une industrie de l'éducation. Alors, n'oublions pas non plus que l'économie basée sur la connaissance est étroitement liée à la société de l'information, à l'économie de la collectivité, à la nouvelle économie, à l'économie digitale. Ces variantes, même sémantiques, prouvent, à mon sens, la richesse du concept. Au moins prouvent que c'est un concept objet de recherche et d'investigation. Nous avons vu que sur le terrain, il y avait des stratégies économiques différenciées selon les villes, selon les régions, selon les régimes politiques, selon les organismes nationaux ou supranationaux, etc. Mais le constat, c'est une montée en puissance de cette économie, avec une centralité, toujours, la croissance inclusive et durable. Les EDD, regardez les EDD, vous en trouvez à plusieurs, je dirais, niveaux, un rappel pour nous dire, pour insister sur l'importance de cette centralité. Donc, Friedman résume bien, en fait, pour moi, il synthétise de manière précise et même innovante cette transition, puisqu'il dit avec la connaissance, on va passer d'un monde plat
dans la mesure où c'est le système économique dominant, notamment par la division internationale du travail qui l'emporte et qui est la règle, à un environnement plus risqué, il l'appelle un environnement accidenté, où tous les facteurs de production seraient mobiles. Les médecins sont mobiles, les ingénieurs aussi, c'est quelque chose que nous allons voir de plus en plus. La connaissance, la compétence devient mobile et elle va constituer un avantage concurrentiel important pour les régions, les nations et les marchés. Alors, quelles sont cette connaissance, ces notions, ce paradigme comme il est revisé sur l'action publique, et c'est ça qui nous intéresse. Les économies changent, les recommandations changent, l'approche que nous portons à l'économie et l'espoir que nous mettons dans l'économie, il a changé. Il a changé, c'est-à-dire les marqueurs aussi de la compétitivité changent. Nous parlons par conséquent de main-d'œuvre qualifiée. Elle était une main-d'œuvre abondante avant. On parle d'investissement dans le capital humain. Avant, c'était l'homme. On parle de la formation. Avant, c'était l'éducation. On parle de l'innovation. Avant, c'était la création. L'innovation, ça a une utilité économique. Et c'est beaucoup plus large. C'est un spectre beaucoup plus large. De là, certaines politiques d'aménagement du territoire sont tirées. Nous parlons même aujourd'hui du marketing territorial, imaginez. On parle de réseaux locaux, de réseaux régionaux, institutionnels, puissants. On parle d'organisation. Et dernièrement, on parle même de la déglobalisation, des espaces globalisation, de la chaîne de valeur. Les résultats, parmi ces résultats attendus, c'est qu'on arrive dans les pays à concevoir des écosystèmes cohérents d'innovation et de connaissance. Les études de cas que nous avons vues portent essentiellement, je ne peux pas dire essentiellement, mais fondamentalement sur l'enseignement supérieur. De faire de l'enseignement supérieur un facteur clé de stratégie de développement dans cette économie de connaissances. Alors, des politiques publiques structurantes aussi à bien des égards, puisque on considère que les décideurs politiques qui ont très vite emboîté le bas aux économistes ont fait de cette économie de connaissances un instrument porté aussi par les organisations internationales, afin de se positionner sur le sentier de la connaissance et de la croissance, pour certains atteindre un certain nirvana, cher évidemment aux idéalistes. Les préconisations en termes de politique publique, c'est développer des politiques de savoir, et un savoir, je note bien que c'est pour le développement, le savoir pas pour le savoir, étant la voie vers la croissance économique, et engager évidemment les territoires, quels qu'ils soient, dans ce cercle vertueux de la connaissance et de l'économie basée sur le savoir. Alors, quels sont ces piliers? Très vite, les piliers de cette économie. Tout à l'heure, il était rappelé 2 piliers qui sont les plus dominants, on va dire, les plus marketés. L'infra, l'ingénierie, l'informatique. Mais les piliers de l'économie basés sur la connaissance, et peut-être c'est un peu ça son drame, c'est que il y a des piliers plus exposés que d'autres. Il y a d'abord le pilier de la gouvernance, chose qu'on nommait généralement. On va vite aller vers des piliers matériels, des investissements. Il y a un effet apparent, comme dans l'économie classique, alors qu'il y a des fondamentaux. Donc, le pilier gouvernance. Par pilier gouvernance, j'entends bien toute l'architecture institutionnelle. Et nous allons voir tout à l'heure quel est l'impact de l'absence de ce pilier sur les résultats. Il y a le pilier, bien sûr, économie, production de la connaissance à travers les systèmes
de l'éducation, le pilier système d'innovation et sa relation avec le secteur économique. Donc, nous ne sommes pas dans la créativité, nous sommes dans un système de production particulier. Et enfin, le pilier infra, les technologies de l'information et de la communication. Ce sont les piliers. Après, de ces piliers, nous allons investir dans les arrangements. Pratiquement tous les pays du monde, à des degrés différents, ont des universités. Et au départ, lorsque nous regardons l'histoire, lorsque nous regardons les statuts, au moins lorsque nous regardons rien que les constitutions des pays, nous remarquons que ces structures et ces politiques d'éducation ont été décidées pour des raisons d'éducation, de notoriété dans certains cas, mais que petit à petit, il y a eu un glissement du rôle de ces structures dans le sens, développement économique. Petit à petit, ces structures vont s'approprier, vont se positionner dans un rôle particulier, celui d'être un acteur de développement économique, ou bien on va leur donner cet acteur de développement économique. À telle enseigne que qu'est-ce qu'on dit de l'université tunisienne aujourd'hui? Et vous le lisez partout, elle produit des chômeurs. Et personne ne s'interroge. Quel est le lien entre le système éducatif et le marché du travail? Et tout le monde même trouve ce raccourci presque naturel. Ce qui, dans certains cas, devient dramatique. Ainsi, l'industrie et l'État, dans l'économie de la connaissance, vont être pensés de plus en plus dépendants de l'université, ce qui suppose un nouveau contrat social. La question est-ce qu'il y a eu un nouveau contrat social pour que l'économie de la connaissance puisse servir de lien, de base pour une négociation, un arrangement entre l'université, l'État et l'industrie, ou l'État et l'économie. Comprendre industrie dans le sens économique. Donc, l'économie basée sur la connaissance, je réponds à certaines interrogations tout à l'heure, c'est pas un effet de mode, bien que le fait de se focaliser uniquement sur les actifs financiers l'a réduit quelque part à ça, alors que lorsque nous regardons la jeunesse, elle interroge aussi un contrat social, c'est-à-dire elle interroge un certain niveau d'équilibre entre les acteurs à moyen et long terme. Juste pour vous dire que cet arrangement, ou cette économie-là, ou plutôt ce contrat social, il a été traduit différemment selon ce qu'on attend de ce contrat social. Donc là, à titre d'exemple, il y a ceux qui l'orientent vers les avantages comparatifs, donc ils restent dans une théorie très à la Porter, très classique. Il y a ceux qui l'orientent vers l'excellence, l'économie d'excellence, la faculté d'excellence. Il y a ceux qui vont l'orienter vers les avantages comparatifs, c'est-à-dire la différenciation, etc., etc. Mais ce que nous retenons de cette appropriation par les pays et par les décideurs, c'est créer son propre label de connaissance, bien que la connaissance, nous sommes tous d'accord que la connaissance, le savoir, il est universel. Ici, on parle de l'usage. Ces labels vont constituer ce qu'on appelle les facteurs de différenciation territoriale, c'est-à-dire nous allons cataloguer l'espace en fonction de ce qu'ils contiennent de connaissances. Nous allons questionner les systèmes de production de connaissances
Par exemple, réformer l'enseignement supérieur, c'est le questionner. Interroger les mécanismes de transmission de savoir pour en faire un facteur distinctif. Lorsque nous parlons de la Silicon Valley, nous sommes dans un facteur distinctif de la nouvelle économie aux États-Unis. Le risque. Au moins, je focalise sur les universités puisque nous sommes dans un milieu académique. Le risque, c'est que en poussant trop ce label dans les territoires, les universités pourraient opérer comme des acteurs du marché qui se voient attribuer une identité économique. D'ailleurs, on parle d'autonomie financière, on parle de gouvernance, on parle de redevabilité et on parle de classement. Donc, il m'est obligatoire, éthique même, d'insister aussi à chaque fois sur les risques. Un label, c'est un label de différenciation territoriale. Maintenant, l'accès ou le fait d'insister sur ce label, chez le politique, ça peut biaiser l'analyse et ça peut même risquer toute cette réflexion vers des horizons un peu incertains. Lorsqu'on veut faire d'une université un acteur de marché, c'est un peu incertain, surtout lorsqu'on ne connaît pas le marché. Alors, maintenant, les trajectoires de ces pays. Maintenant, parlons terrain. Regardons qu'est-ce qui s'est passé. Comment on utilisait les piliers. Comment on a déduit de ces piliers dont j'ai parlé tout à l'heure des indicateurs. Et comment on a évalué ces indicateurs, au moins comment on les a calculés. Donc, les fondements, pour résumer, de cette économie, c'est améliorer le niveau d'instruction, connaissance, c'est faire croître l'économie et plutôt aller vers l'économie de service. D'ailleurs, on le voit, puisqu'on va avoir un glissement de l'économie manufacturière vers l'économie de service. C'est investir dans l'éthique et dans la société d'information, les fondements. C'est pour ça que le politique, quand il s'approprie ce discours-là, vous allez voir, il va utiliser ces termes dans ses instruments, dans ses outils. Quels sont les indicateurs? Comment on va le calculer? Nous avons le taux d'encadrement. Nous avons les niveaux de transition vers l'économie de savoir, la part de l'économie, des services dans le PIB. Et plus cette part de services dans les PIB est importante, plus on qualifie l'économie de développer. L'indicateur de TIC, les indicateurs TIC pour voir s'il y a effectivement une diffusion de la société d'information dans un pays ou pas. La valorisation de l'innovation à travers le nombre de brevets, à travers le nombre d'articles publiés, à travers les relations de partenariat et d'alliance avec le secteur économique. Et nous sommes, bien sûr, je mets enfin les piliers de la connaissance dont j'ai parlé tout à l'heure, capital humain, arrangement, gouvernance et bien sûr TIC. Alors, 3 niveaux. Maintenant, une fois ces indicateurs et ces piliers ont fait développés et analysés, certains auteurs ont commencé à organiser l'espace et à grouper, à regarder comment ces pays, comment les économies intègrent ces facteurs-là et comment ils sont en train de se métamorphoser. Alors, les 2 piliers qui ont été au départ largement étudiés, et c'est pour cela c'est pas par hasard en fait, qu'on pense toujours économie de la connaissance, ce sont l'éthique, c'est le digital, ou bien c'est l'innovation. C'est parce que ça a été quand même assez, je dirais, diffusé et communiqué. 3 niveaux, les groupements de ce pays, alors nous avons, je me base sur les études, après à la fin je vais vous donner les références, de ces groupements.
Lorsqu'on utilise les deux piliers, TIC et innovation, on se rend compte que nous avons 3 groupements de pays. Alors ça, c'est un classement qui a été fait par la Banque européenne de reconstruction et de développement, qui a sur une longue période utilisé les indicateurs relatifs aux deux piliers pour faire sortir les trajectoires. Dans cette base de données, dans la base de données de la BERT, qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'émergence de 3 groupes, enfin, agglomérations. Nous avons un groupe de pays dits émergents, un groupe des pays en situation intermédiaire et un groupe avancé. Rapidement, l'émergent, c'est la faiblesse institutionnelle avec l'absence de l'innovation et une couverture insuffisante de l'infrastructure. Le groupe intermédiaire, c'est une bonne infrastructure, mais des compétences relativement faibles en innovation. Le groupe avancé, c'est des institutions favorables. Ces facteurs-là, ils sont rattachés à un certain nombre de pays comparateurs au nombre de 8. Attardons-nous sur cette carte. Alors, pour la Tunisie, vous voyez bien, la Tunisie, c'est le groupe A, c'est-à-dire un groupe en émergence, c'est-à-dire une faiblesse institutionnelle par rapport aux pays comparateurs. Les pays comparateurs sont les pays noirs. C'est la République tchèque, la France, l'Allemagne, la Suède, l'UK, le Japon, Canada, l'USA. Sur les 43, enfin, en termes c'est l'indicateur, la Tunisie est en position très faible. Ça veut dire que pendant cette période, 2011-2018, les indicateurs composites, nous avons une faiblesse institutionnelle en termes de gouvernance de la connaissance, une diffusion d'éthique, contrairement au discours, relativement faible par rapport aux pays comparateurs. Je dis bien comparateurs. Il y a les pays intermédiaires, ceux qui sont en vert, et les pays avancés, ceux qui sont en bleu, par rapport aux pays comparateurs. Encore plus, lorsque on utilise les indicateurs concernant la valorisation de l'innovation. Par valorisation de l'innovation, on entend les brevets, les articles, les relations de partenariat et d'alliance. 3 clusters apparaissent de ces indicateurs-là. Le cluster des pays les moins avancés, et vous voyez bien la Tunisie où elle est. Le cluster des pays intermédiaires et le cluster des pays avancés. Ce qui nous intéresse, c'est que dans les clusters moins avancés, les institutions et les compétences, ce qu'on note ou on remarque, les institutions et les compétences pour l'innovation, ils sont fragiles et parfois inexistants. Pour le cluster avancé, les composantes de l'innovation sont fortes, consolidées, avec une tendance à la spécialisation. Alors, cette tendance à la spécialisation, pour ceux qui s'intéressent à l'industrie du futur, à l'industrie 4.0, elle est confirmée. Et c'est pour cela que vous allez trouver la France, le Japon, le Canada, la Suède, les USA. Et je parle ici, malheureusement, nous ne voyons ni la Chine dans ce calcul-là, ni la Corée du Sud, alors que pour la spécialisation dans l'industrie du futur, elles sont les outsiders, c'est-à-dire elles sont vraiment loin. Et le groupe des pays intermédiaires où les institutions et les compétences sont à améliorer, comme la Turquie, l'Albanie, la Russie, la Bulgarie. Bon, sur ces 2 graphiques, la Tunisie n'est pas bien lotie, et ça c'est une réalité à long terme. Puisque sur les scores total, elle n'a que 3,96 et j'ai mis entre parenthèses le score de pays comparateurs. Donc,
ce qu'on déduit ou ce qu'on remarque, hélas, c'est qu'il y a un grand écart des indicateurs de la Tunisie par rapport aux pays comparateurs de l'OCDE sur essentiellement deux piliers, celui des institutions, la gouvernance, et la faiblesse de l'investissement dans le système d'innovation. Ceci, en termes impact économique, va se traduire par de faibles intrants dans le processus productif, un intrant connaissance dans le circuit productif et par conséquent un faible rendement du système d'innovation. Et c'est un constat aussi, le manque ou la faiblesse de cette collaboration, l'absence de la collaboration en matière de recherche universitaire avec le secteur économique. Pourquoi, comment, quand, ça c'est une autre question. Mais c'est une réalité qui se traduit par de certains indicateurs. Alors, ces trajectoires différenciées, si on utilisait une analyse en composantes principales, nous allons voir apparaître 4 groupes. Des groupes où les économies se démarquent, stand-out economies. Des groupes où les économies sont en décrochage. Des groupes où les économies sont en rupture. Et des groupes où elles sont en rattrapage. Et c'est le cas de la Tunisie, de l'Égypte, de la Jordanie et du Kosovo. Voici ces groupes-là. Voici cette étude en ACP. Et alors, sur l'axe des abscisses, c'est l'indice économie basé sur la connaissance sur 2018, c'est-à-dire le taux de croissance, et sur l'axe des ordonnées, c'est l'indice de 2018. Et on voit bien que pour la Tunisie, l'Égypte, le Liban, on s'approche beaucoup plus de l'axe des ordonnées. Regardez la position du Maroc. J'étais justement en train de penser. Oui, mais oui, c'est alors bon, le biais, on peut parler tout à l'heure. Le biais, c'est le pays comparateur, vous voyez. Donc, on va dire l'exigence, elle est beaucoup plus forte. Et les pays comparateurs, c'est la France, les USA, la Suède, le Japon. Vous voyez, donc, mais je peux anticiper même sur la discussion. Si on veut comparer par rapport à Maroc, et c'est une réalité, 2011-2018, la Tunisie a perdu beaucoup. Et comme je l'ai dit, nous sommes dans des économies de rattrapage qui sont confrontées aujourd'hui aux défis de la KBE, c'est-à-dire et surtout les défis institutionnels. Et ceux qui viennent ici, qui sont autour de la table, qui viennent de l'université tunisienne, savent de quoi je parle. Et c'est un impact, c'est un indicateur, vous savez. Donc, voilà, c'est comme ça, mais c'est vrai, j'aurais dû... regardez, on est proche du Liban et de l'Égypte, la Tunisie. La Jordanie est en bleu, donc elle est sur la limite. Les leçons tirées de ces trajectoires, au moins une première leçon sur laquelle je crois que vous êtes aussi d'accord, c'est qu'il n'y a pas de politique universelle pour promouvoir ce développement des économies de la connaissance. Même si les recommandations, si regardez les recommandations des politiques publiques, et d'ailleurs c'est ce qu'on nous dit toujours, elles sont presque du copier-coller. Ce qui nous mène à dire que les pays devraient adopter des politiques spécifiques qui tiennent compte de leur niveau de développement initial en KBE pour atteindre un certain niveau de croissance. Quand je dis atteindre, doivent tenir compte de leur niveau initial de KBE, ça veut dire on prépare le terrain pour nous interroger sur l'impact de cette économie de la connaissance sur la croissance économique. La problématique empirique que nous sommes en train d'étudier maintenant,
C'est cette relation entre les économies basées sur la connaissance et la croissance économique. Ce qui nous mène à nous interroger si tracer une politique basée sur la connaissance pourrait rattraper vite une économie performante et accélérer la transition. J'ai préféré mettre en surbrillance les études parce qu'elles sont en cours, mais je vais vous présenter juste où on en est. Quid de la croissance économique? Vous savez très bien que le souci des travaux pionniers depuis Solow jusqu'à aujourd'hui, c'est ce bêta-convergence et sa vitesse. Selon les études, il y a une seule étude sur la région MENA qui montre que le bêta-convergence est très rapide lorsque on investit dans la connaissance. La Tunisie ne fait pas partie de ce panel d'études. L'idée sous-jacente, c'est que la croissance endogène et dans les calculs, lorsque nous utilisons la théorie de la croissance endogène, la vitesse de convergence est beaucoup plus rapide lorsqu'on prend en considération les actifs immatériels. Ces variables sont entre autres la productivité, les infra, la techno et les externalités du savoir. Autrement dit, les dotations factorielles sont importantes. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas un scoop. D'accord, c'est pas un scoop, mais ça conforte le postulat. Ces estimations économétriques, ils ont bien évidemment, comme toutes les estimations économétriques, plusieurs limites, ce qu'on appelle l'erreur de Galton, etc. Vous le savez. Alors, cette hypothèse donc de convergence a été vérifiée par de nombreux auteurs, avec divers ensembles de données techniques qui ont montré que la relation de corrélation positive entre la croissance et les investissements en KBE. Un consensus s'est dégagé. Un premier consensus, c'est que les dépenses en moins en R&D ont un impact positif sur la croissance. Autrement dit, plus on investit dans l'R&D, plus élevés sont les taux de croissance, ce qui quand même assure et rassure les politiques publiques qui investissent dans l'éducation. Dans ces études, le niveau d'éducation, du capital humain ainsi que l'investissement dans la R&D constituent les principaux facteurs dont l'impact sur la productivité est important. Ce qui mène certains économistes à dire mais c'est normal, c'est évident à partir du moment où le savoir permet une certaine appropriation des techniques de production, une maîtrise du processus de production et par conséquent un avantage et par conséquent un impact puisque nous serons sur des sentiers d'optimisation de la production. La vitesse de convergence est beaucoup plus rapide parce que le capital humain, il est là, il est présent. Le travail en cours, c'est maintenant que lorsque on s'arrête uniquement aux indicateurs pour la Tunisie du KBE, pilier par pilier, nous voyons bien le retard. L'objet de l'étude, c'est de faire une analyse empirique sur le long terme avec un panel de 2000 à 2019. Donc, on prend deux périodes qui sont assez éloignées. On se base, comme vous le savez, au départ sur le modèle de Solow, sur lequel on apportera beaucoup, bien sûr, de corrections selon la disponibilité des données, selon les techniques utilisées. Pour le moment, on va utiliser l'approche de Vogel parce que ce qui nous intéresse, c'est la vitesse de convergence. Voir à quel niveau, sous quelles conditions, on peut rattraper ce gap.
En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Et excusez-moi, peut-être j'ai dépassé un peu le temps. En conclusion, on peut dire que nous sommes passés d'une économie où on s'intéressait, excusez-moi, à la relation homme-machine, à aujourd'hui une économie où on s'intéresse à l'homme-homme. Et ça, c'est tout un environnement conceptuel qu'on doit quand même maîtriser et comprendre. Toutefois, l'innovation avec les compétences en capital humain continue à rester le pilier le plus important de cette économie et donc de sa consolidation. Les insights de ceci, c'est l'indice économie du savoir qui confirme que la politique dans ce cadre-là ne peut pas être universelle, que les interventions de politique publique doivent être hiérarchisées en fonction des défis spécifiques auxquels les économies font face. Néanmoins, certaines exigences doivent être rappelées, comme la mise en place d'institutions efficaces, appropriées pour l'innovation en relation par rapport au cluster que nous avons vu. Nous sommes, selon les données d'aujourd'hui, dans une situation d'un cluster ou localisé dans le cluster les moins avancés, c'est-à-dire nous sommes dans un niveau où l'économie de la connaissance est très peu évoluée. Nous sommes même loin de la frontière technologique si nous reprenons les termes néoclassiques de la fonction de production capitalisme. Et lorsque nous sommes loin, la théorie, les modèles, la littérature nous dit que le rattrapage serait coûteux en termes d'investissement et en termes de temps de rattrapage. Ceci demandera à être confirmé et c'est ce que nous allons essayer de faire. J'espère qu'on se retrouvera après avec les résultats. Et je vous remercie. Alors, je ne vous vois pas derrière l'écran. Je vous remercie. Comme chaque séance, nous sommes tenus de mettre fin à cet échange. Nous allons débattre ici dans la salle. Je vous remercie d'avoir assisté ou d'avoir entendu plus exactement cette conférence. Je remercie bien sûr la conférencière et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ou la suivante pour une prochaine conférence. Dont vous serez informé par les moyens habituels et notamment sur le site bien sûr de l'IRMC. Voilà, je vous remercie et je remercie aussi les personnes qui ont rendu possible la transmission technologique, ce qui n'était pas évident, mais voilà, merci fortement à eux. Merci. On est arrivé au Alors,